Vous comprendrez donc que le système postural dépend aussi de l'âge, évidemment, du patient. Et qu'en effet, dans sa fonction de stabilisation d'orientation, on peut aussi trouver des phénomènes comme les réflexes archaïques, qui sont certes plus patents quand même chez l'enfant que chez l'adulte. Chez l'adulte, c'est pas encore très bien compris quand même le rôle exact qu'ils peuvent avoir dans la symptomatologie, mais ça peut franchement être intéressant de l'investiguer, et je crois qu'il y a déjà plusieurs maintenant doctorants qui s'y intéressent, enfin, pas dans les centres universitaires classiques, mais quand même, il y a quand même des études qui se font. Le but maintenant, c'est de voir un petit peu capteur postural par capteur postural, puisqu'on revient sur nos afférences sensorielles. Pourquoi c'est intéressant de le faire par afférence? Et parce que c'est par là qu'on peut, entre guillemets, rentrer dans le système postural pour le modifier sa réponse et éventuellement modifier la manière dont il fonctionne. Évidemment, je ne me focalise pas sur les effecteurs, qui sont les muscles, qu'il faut aussi travailler. Vous connaissez visiblement, pour certains d'entre vous, les chaînes musculaires, qui sont aussi intéressantes à travailler en parallèle, les réflexes archaïques, etc. Alors, capteur par capteur, je reprends ce schéma intéressant du 18 posturologie, puisqu'on était quand même dedans, qui montre finalement tous les éléments du système sur lesquels on peut agir. Alors principalement, quand même, le système visuel, le système somesthésique et le système vestibulaire, sur lesquels je vais vraiment bien m'attarder en reprenant la logique que j'ai développée au préalable. Avant tout, vous voyez apparaître quand même ici, puisqu'en plus on est dans une clinique de maxillofacial, le système stomatognatique. Le système stomatognatique, c'est quoi? C'est la mâchoire, c'est les dents, c'est les récepteurs qui s'y trouvent, c'est éventuellement, enfin c'est évidemment les muscles masticateurs, c'est éventuellement, on peut y associer l'os-hyoïde, et on aime de plus en plus parler de système crânio-cervico-manducateur, parce que finalement c'est une entité très liée, fonctionnelle. Par exemple, si vous étendez la tête vers l'arrière, vous augmentez l'ouverture, la capacité d'ouverture de la bouche. Pourquoi, d'après vous, ce système pourrait être associé au système postural? En quoi la mâchoire, les dents pourraient être associées, d'après vous? Est-ce qu'il pourrait y avoir des liens? Évidemment, sinon je ne le dirais pas. Mais dans quelle mesure? C'est intéressant pour moi de voir. L'équilibre au niveau de l'occlusion. Oui, l'équilibre occlusal, mais dans quelle mesure ça pourrait interagir avec le système postural d'orientation, de stabilisation, éventuellement du regard, de la tête? Position de la tête. Voilà, c'est vrai que si on parle de crânio-cervico-manducateur, il y a quand même un degré de positionnement de la tête. Il y a quand même des études d'épidémiologie observationnelles qui montrent que les rétrognathes sont plus... Voilà, ils ont une posture cervicale plus antériorisée, par exemple. Quoi d'autre? Quels sont les liens éventuellement anatomiques qui pourraient exister? Sterno. Avec le Sternocleidomastoïde. Oui, donc voilà, avec la colonne cervicale de manière générale, mais ça rentre quand même dans le complexe. Mais c'est bien, comme ça je vais pouvoir vous l'expliquer un peu mieux. Ok. Qui était conscient déjà ça, de l'implication éventuelle du système manducateur dans la posture? Tout le monde. Tout le monde. Mais personne ne sait pourquoi. C'est intéressant. Tout le monde. C'est le trigéminal. On peut en parler, on peut aller plus loin. Il y a même la dura mater par la cristagalite, le système crânien, on a ça. Aussi l'hyoïde avec le tendon central du corps, via l'œsophage, la trachée, blablabla. Alors là, on est plutôt sur de l'effecteur, entre guillemets, sur une forme de chaîne viscéro-musculaire ou Il y myofaciale. a des neurologiques aussi. C'est le trigéminal. Mais voilà, écoutez, je vais vous exposer les arguments qui sont en tout cas amenés dans la littérature aujourd'hui. Alors, le système visuel, c'est plusieurs choses. C'est la capacité de réfraction. Donc c'est l'acuité visuelle. Vous me regardez, si vous avez des lunettes ajustées, vous me voyez clairement. Si vous retirez vos lunettes, vous ne voyez plus clairement. Ça, c'est l'acuité visuelle. Cependant, dans le système visuel, nous avons aussi de l'oculomotricité. Ce sont les muscles qui orientent le regard. Donc, ils font partie de cet ensemble fonctionnel crânien qui permettent d'orienter et de stabiliser le regard, ce qui est une fonction du système postural comme on l'a vu.
ces muscles sont très riches en propriocepteurs, à tel point que les études initiales qui évaluaient la vibration d'un de ces muscles, par exemple, à l'intérieur avec une petite aiguille, montraient que ça modifie littéralement le positionnement du corps, mesuré par une plateforme de stabilométrie. Donc, c'est des études qui ont été faites en grande partie dans les laboratoires de Marseille, qui sont vraiment très fort intéressés à la question. De même, si vous orientez votre regard, et même en fermant les yeux, vous allez aussi voir des modifications de votre positionnement du corps dans l'espace, rien qu'en orientant le globe oculaire sans la vision. Donc, les muscles propriocepteurs agissent sur l'équilibre postural également, et sur l'orientation et la stabilisation du regard. On a aussi l'oculocéphalogérie, c'est-à-dire le réflexe automatique de rotation cervicale. À partir du moment où on fait une vision latérale, il y a un test qui a été effectué en électromyographie pour vérifier au niveau cervical. On demandait aux patients de tourner simplement la tête et on voyait la stimulation automatique sans bouger la tête, hein, simplement tourner les. Tout à fait, des activations, des activations coordinations, des trapèzes et des muscles cervicaux, simplement sur la rotation Ouais, bah de toute façon, oculaire à droite ou à gauche. c'est même utilisé en vestibulaire, en médecine vestibulaire. On utilise ce qu'on appelle les potentiels évoqués autolytiques. On stimule un muscle oculomoteur et on analyse la réponse au niveau du muscle sternocleidomastoïdien. Donc il y a clairement des connexions réalisées, connexions faites de manière même littéralement réflexe entre les muscles oculomoteurs et les muscles cervicaux. Donc ça c'est quelque chose de bien admis aujourd'hui. Nous l'utilisons nous, pour gagner en mobilité sur les petits muscles à la base du crâne. C'était ça aussi. Et donc forcément le système visuel ne s'arrête pas à l'œil, parce que je suis neurologue, je dois parler de neurologie. Eh bien c'est évidemment des voies de conduction et une interprétation aussi du message au niveau cérébral, avec des interconnexions, avec les autres modalités sensorielles posturales, au niveau principalement du cortex pariétal inférieur droit. Voilà un schéma qu'on avait fait pour un article que j'ai publié avec Serge Bellassem, qui est quelqu'un qui travaille vraiment très fort dans le concept de la posturologie en France, à Montpellier. Toutes les fonctions du système oculomoteur. La fonction sensorielle, donc ça c'est ce que je vous disais, plutôt capacité de rétraction et d'ajustement de la vision, purement. Le contrôle moteur, l'accommodation participe également à la vision. Enfin, l'accommodation est aussi un mouvement, puisque l'accommodation c'est le diamètre pupillaire qui va se modifier en fonction de l'information lumineuse, mais c'est également, ça va également dépendre du réflexe de vergence, de convergence, parce qu'on adapte le rayon lumineux en fonction de notre capacité à loucher par exemple sur un objet. C'est de la vergence. Et donc je vous dis, vergence, saccade, poursuite oculaire dans sa fonction motrice, et évidemment dans sa fonction plus complexe, multimodale, multisensorielle, posturale, autrement dit, stabilisation, orientation, en particulier de la tête, c'est sûr, mais aussi du tronc. Dont un exemple, en effet, l'oculocéphalogérie, voilà, qui fait interagir également le système vestibulaire et proprioceptif. Dans la fonction de réfraction de l'acuité visuelle du système visuel, on a la vision centrale et on a la vision périphérique. La vision centrale, c'est clair, c'est ce qui vous permet de voir en détail les éléments. La vision périphérique, c'est celle qui vous ne voyez pas exactement. Vous me fixez, vous voyez les gens qui sont autour de vous à 180 degrés, vous ne savez pas les distinguer clairement. Ça, c'est votre vision périphérique. On sait que la vision périphérique, elle participe plus que la vision centrale à l'orientation spatiale, de manière générale. Elle est très importante dans notre contrôle postural, dans notre référentiel allocentré, celui qui nous stabilise par rapport à l'environnement, et c'est un élément qui n'est finalement pas trop pris en compte de manière générale en ophtalmologie, mais je vais vous donner un exemple d'importance de cette vision périphérique dans notre équilibre, en particulier dans nos populations vieillissantes. Alors, réfléchir posture,
ça fait longtemps qu'on le fait. Il y a en fait, finalement, quand on analyse la littérature scientifique, énormément d'informations qui vont dans ce sens-là. Alors c'est pas nouveau de dire que si vous avez une mauvaise réfraction, ben, vous avez finalement, éventuellement, plus de migraines. Il y a une prévalence augmentée de la migraine chez les personnes qui ont une mauvaise réfraction. Que quand on la corrige, ça améliore en partie les crises de migraine, leur nombre, leur intensité, qu'il y a énormément d'associations avec des problèmes de réfraction visuelle, mais aussi de douleurs d'épaule, de douleurs de nuque. Une mauvaise réfraction, de manière générale, ça augmente le risque de chute avec l'âge. D'où un bilan postural général pourrait également être intéressant à réaliser chez des personnes âgées, puisque analyser les problèmes de réfraction, c'est diminuer le risque de chute. Et ce qui est intéressant et que l'on ne prend pas régulièrement en compte, en tout cas dans ma connaissance, c'est les vers progressifs. Pourquoi les vers progressifs pourraient être un problème? Puisqu'ils augmentent de 8% le risque de chute par rapport à une population qui n'en porte pas. Pourquoi porte-t-il un problème? Pour ceci. Donc c'est un exemple qui associe 1. L'importance de la vision périphérique dans le contrôle postural, 2. L'importance d'avoir une bonne vision dans notre équilibre, et 3. Le fait que proposer des nerfs unifocaux en parallèle ou à la place de vers progressifs peut être intéressant chez certaines personnes. Alors, les vers progressifs, c'est ceci. Ça associe une vision en haut. C'est des ophtalmologues ici, non? Calme-toi. Distance. Donc, en haut, vous voyez de loin. Au niveau intermédiaire, vous voyez en vision intermédiaire, donc de 60 cm à 2 mètres plus ou moins. Et après, vous voyez en dessous de 60 cm. Le problème avec les vers progressifs, c'est qu'il y a toujours ces amincissements de la vision périphérique par des zones qui sont littéralement floutées. Alors, tout le monde n'a pas de problème avec des vers progressifs. Hein. Il ne faut pas penser que c'est un problème de société, non. Mais beaucoup de personnes en ont. Et pourquoi? Parce que nous avons une manière de nous équilibrer différente, vous et moi, probablement, entre nous. On a des personnes qui s'équilibreront plus sur leurs entrées visuelles, dans le référentiel allocentré, et d'autres plus sur leur somesthésie, donc la plante des pieds, dans leur équilibre. Donc certaines personnes sont plus stables en fermant les yeux, et d'autres sont moins stables en fermant les yeux. C'est 50-50 en général. Les gens qui sont déjà plus dépendants, entre guillemets, de leur vision pour s'équilibrer, et qui n'ont jamais porté de lunettes dans leur vie, ont l'habitude d'utiliser leur pleine vision pour s'équilibrer de manière générale. Cependant, si vous leur mettez des vers progressifs, vous risquez en fait déjà de leur faire perdre une grande partie de leur vision, parce que je vous rappelle que la vision périphérique joue un grand rôle de notre orientation spatiale. Si vous regardez en haut, vous voyez en effet à distance, mais vous ne voyez pas ce qu'il y a en bas exactement, puisque c'est de vision de près, sur lesquelles vous ne vous focalisez pas, ou la vision intermédiaire sur lesquelles vous ne vous focalisez pas. Donc, vous amincissez largement le champ de vision quand vous portez des vers progressifs. Si vous avez l'habitude de les utiliser de manière permanente, d'utiliser votre vision de manière permanente pour vous équilibrer, mettre des vers progressifs réduit ce champ de vision. D'autre part, vous devez regarder de près. En général, notre écran se trouve à plus ou moins 60 cm. La position classique des personnes qui ont des vers progressifs, c'est ceci. Ils sont en hyperextension, ils surchargent leurs articulations interapophysaires. Il m'est régulièrement arrivé en consultation de voir des personnes souffrant de céphalée chronique ou de cervicalgie chronique ou de douleurs d'épaule chronique à cause de vers progressifs qui leur simplement positionnaient la tête de cette manière-là. Amélioration sur ostéopathe, mais qui revient systématiquement. Et un dernier effet mal connu, qui est probablement en train d'être, j'espère, résolu, c'est l'effet prismatique. En fait, le vers progressif, quand on le voit de côté, comme ça, en sagittal, n'a pas la même épaisseur sur tout le long du verre. C'est-à-dire qu'il y a un petit effet prismatique. Quand le rayon lumineux arrive dans le verre, il est un peu dévié, simplement. Il ne va pas en droite ligne, comme dans les verres unifocaux. Et ça peut créer, si les verres sont un peu désalignés,
l'une de l'autre, des effets prismatiques sur les yeux. Comment réagissent-ils? Par un désalignement oculaire léger, qu'on appelle une hétérophorie verticale. Et ça, l'hétérophorie verticale, c'est bien connu, c'est souvent associé à des cervicalgies, mais également plus à des douleurs de l'axe corporel. Donc faire attention à des verres progressifs, d'une part chez les personnes qui les tolèrent mal, c'est possible, c'est parce qu'en fait, ils utilisent leur vision et qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir des problèmes pour bien explorer leur champ visuel. Un dernier élément aussi, c'est si vous avez déjà des raideurs cervicales et que vous devez en plus explorer plus avec des verres progressifs, vous risquez d'être nettement défaillant dans votre capacité d'exploration avec vos raideurs et votre champ visuel aminci. Donc première chose, champ visuel aminci, 2, effets prismatiques sur lesquels, si les verres progressifs ne sont pas alignés, ça peut avoir des répercussions sur l'entièreté du corps et des douleurs corporelles de l'axe, aux épaules. Donc le système visuel, dans sa fonction par contre de motrice, ce qu'on aime examiner de manière générale, c'est ce qu'on appelle les phories et les tropies. Les phories et tropies, c'est pour la tropie un exemple, enfin peut-être un synonyme, c'est le strabisme. En fait. Il y a plusieurs types de strabisme. On va les voir. Et les phories. Les phories, c'est quoi? C'est un strabisme uniquement en l'absence de fixation oculaire. C'est-à-dire qu'au repos, l'œil adopte une position, quand on cache l'œil par exemple, qui n'est pas celle qu'elle adopte en fixation. En fixation, les deux yeux sont alignés, aussi bien sur le plan horizontal que sur le plan vertical, mais quand on ne fixe pas, l'œil est éventuellement dévié. S'il est dévié de manière horizontale vers l'intérieur, c'est une ésophorie. S'il est désaligné de manière extérieure, c'est une exophorie. Les ésos et les exophories sont extrêmement fréquentes dans la population de manière générale et ne sont pas spécialement problématiques en deçà d'un certain seuil. Par contre, les hétérophories et verticales, elles, si c'est vers le bas, hypo, si c'est vers le haut, hyper, sont quant à elles bien connues pour générer des adaptations de la position de la nuque et avec des répercussions éventuellement sur l'entièreté du corps secondaire. Un domaine qui gagne en intensité en termes de recherche dans la littérature actuelle, c'est les problèmes de convergence. La convergence, c'est quoi? C'est une fonction qui vous permet simplement d'avoir une bonne vision centrale quand vous fixez un objet, principalement si cet objet est prêt. Donc, qu'est-ce que vous faites? Je regarde le bouchon de ma bouteille, mes deux yeux vont en fait fixer, ajuster l'alignement visuel pour fixer exactement, pour converger sur le bouchon de la bouteille. C'est un élément que l'on utilise en permanence dans nos vies de tous les jours. On fait plus de quelques milliers de saccades par heure. Donc, regardez, par jour. Donc, on est tout le temps en permanence en train d'explorer notre champ visuel et donc en train d'ajuster saccade, poursuite oculaire, convergence en permanence. Si vous avez une mauvaise convergence, c'est-à-dire une incapacité de clairement converger sur une cible, comme vous le voyez ici sur l'œil gauche, eh bien, ça peut éventuellement se répercuter sur l'équilibre de la tête, sur l'équilibre musculaire et sur la vision. Il est fréquent d'entendre des personnes avec des insuffisances de convergence avoir des problèmes de perception visuelle. Comment est-ce qu'on diagnostique des phories? Alors, phorie implique que l'on doit cacher un œil, en général avec là c'est une baguette de Maddox parce qu'on l'utilise également pour analyser les alignements visuels qui sont un autre élément permettant de diagnostiquer les phories. Donc on cache un œil, si c'est bien, si l'œil est bien aligné sur l'autre, eh bien il reste à la même position quand on le relâche, quand on retire la baguette. Par contre, là vous avez un exemple d'exophorie, l'œil est au repos, dévié vers l'extérieur. Ici, éso, au repos, donc en l'absence de vision, l'œil est désaligné vers l'intérieur, et ainsi de suite pour les hétérophories verticales. Si vous relâchez la vision de manière générale, si vous relâchez la baguette, les deux yeux vont se réaligner. Ici, des exemples des fonctions de la convergence. Je ne sais pas si on va le voir.
simplement une personne qui... ouais, c'est parce que j'ai transformé en PowerPoint. C'est simplement une personne qui est incapable, je vais le faire pour vous, de converger les deux. Ici, il avait une insuffisance de convergence de l'œil gauche, c'est-à-dire qu'on rapproche l'œil jusqu'à en général 5 cm et un des yeux lâche. Ici, c'est une incapacité de convergence bilatérale, donc on rapproche la cible et à un moment, les deux yeux se décalent. Alors, il est courant en pratique d'orthopsie, ce sont ceux qui s'intéressent à l'oculomotricité, donc ce sont des personnes qui travaillent avec les ophtalmologues, de considérer que c'est anormal à partir de 5 cm, on doit avoir jusque 5 cm une bonne convergence. Au-delà, en général, si la convergence lâche, eh bien, c'est que c'est pas grave. Jusqu'à 5 cm, c'est correct. Ils considèrent que la normalité, c'est à partir de 5 cm jusque, évidemment, une vision loin. Par contre, en posturologie, on est à dire que c'est jusque 2 cm. Il y a déjà une petite différence avec, entre guillemets, la littérature de manière générale scientifique là-dessus, mais on doit considérer quand même de manière générale que 5 cm est un peu l'élément à considérer. Alors, le système oculomoteur, lui aussi, est associé à des problèmes visuels, mais avec des répercussions potentiellement sur l'axe du corps. Et là, cette dia-là, c'est vraiment pour vous dire, voilà, ce qu'on fait n'est pas dénué de littérature, il y a des arguments pour le dire, il y a des arguments pour réfléchir comme ça. C'est pas quelque chose que l'on a, entre guillemets, extrapolé ou inventé. On a des troubles visuels, évidemment, mais on a aussi des céphalées et des cervicalgies dans un grand pourcentage de cas, de manière régulière. Et on sait parfois que même on peut avoir des déficits de convergence associés à des sensations de pseudo-ébriété, des gens qui se sentent instables de manière permanente. Surtout chez l'enfant, mais il faut savoir quand même que l'on utilise de plus en plus, en parallèle d'un traitement de l'équilibre, chez les personnes souffrant de problèmes vestibulaires, on associe de plus en plus des exercices de rééducation, notamment de la convergence, parce que les troubles vestibulaires sont significativement associés à des problèmes de convergence, les troubles vestibulaires les engendrant. On sait que donc les rééduquer en parallèle d'une rééducation vestibulaire améliore les symptômes vestibulaires, donc vertige et instabilité, et que c'est un grand pan, la prise en charge des troubles de la convergence, de la rééducation des traumatisés crâniens. Après un traumatisme crânien, il est fréquent de voir des problèmes de convergence survenir, et c'est même rentré dans les guidelines de prise en charge maintenant consensuels, médicaux, de prise en charge des traumatisés crâniens. Or, qui examine la convergence dans la prise en charge des traumatisés crâniens? En tout cas, en neurologie, je ne l'ai jamais vu faire. Les hétérophories verticales sont, elles, surtout sur base des travaux de Éric Matteron et Zoé Capula, qui sont deux personnes qui ont travaillé toute leur vie globalement dans le contexte de la posturologie, sont quant à elles associées en termes de prévalence à des douleurs lombaires, à des diminutions de la performance posturale. Autrement dit, si vous avez une hétérophorie verticale, vous êtes moins stable et vous avez plus régulièrement des douleurs lombaires. Et ces symptômes s'améliorent quand on met des prismes posturaux qui rétablissent donc la vision. On sait aussi que dans la population des 10, des enfants 10, il y a une prévalence nettement augmentée d'hétérophorie verticale, laissant supposer que le développement du système postural pourrait en fait expliquer une partie des syndromes que l'on retrouve, des symptômes que l'on trouve dans la population 10. On sait aussi facilement que, et c'est en fait un marqueur de l'interconnexion entre le système visuel et cervical, que si vous avez des hétérophories verticales, vous êtes susceptible d'avoir une moins bonne amplitude de rotation de la tête, puisque tout est lié à ce niveau-là. De rotation. De rotation, oui. C'est aussi les travaux d'Éric Matteron. Ça paraît, je sais pas, je cherche le lien par rapport à l'hétérophorie verticale. La latérale, j'aurais pu la comprendre, la verticale, je ne vois
pas oui. En fait, c'est des augmentations de tonus et des postures de la tête, parce qu'en fait, la posture de la tête ne sait s'ajuster dans le plan, on va dire, latéral, ouais, on va dire ça comme ça, que comme ça. Donc il y a toujours un degré de rotation. Vous connaissez la biomécanique de la colonne cervicale. Théoriquement, il doit toujours y avoir un degré de rotation, puisqu'on est plus sur la colonne cervicale supérieure. Et c'est pour ça que forcément, on vient de manière chronique détériorer des chaînes musculaires qui se fibrosent, qui deviennent moins utiles, puisque ce que l'on n'utilise pas, on le perd, et donc on perd à un moment de la rotation cervicale avec les hétérophiles verticales. Alors, moi je vois ça souvent, évidemment, quand on a des paralysies de nerfs crâniens, on développe des strabismes. Mais quand ils commencent à se corriger, les nerfs crâniens, je veux dire oculomoteur, eh bien, quand ils commencent à se corriger progressivement, ces tropies, ces strabismes font place à des phories, et ces phories peuvent également, ainsi que le strabisme, ajuster littéralement la tête sur le corps. Et ça, c'est aussi des données de littérature pour dire que oui, si vous avez des phories, si vous avez des tropies, éventuellement secondaires à une paralysie de nerf oculomoteur, vous ajustez la position de la tête sur le corps, vous augmentez le stress sur certaines articulations, vous êtes donc plus susceptible de faire des cervicalgies, des céphalées chroniques, si on ne traite pas le problème postural, qui est une déficience du système visuel dans sa fonction oculomotrice. L'autre acteur très important du système postural, c'est le système somesthésique. Et dans le système somesthésique, je vais vous parler, certes très brièvement de la colonne cervicale, maintenant, voilà, c'est tout, mais je vais également vous parler de la mandibule, et je vais vous parler également du complexe pied-cheville, parce qu'on ne peut pas les dissocier l'un de l'autre. Voilà un schéma de Frédéric Bizeux, qui est un podologue, posturologue, ostéopathe, et qui absolument travaille dans un laboratoire de recherche au Canada, qui a bien étudié la fonction du pied et qui a fait pas mal de revues et d'expériences sur l'utilisation de fines couches d'épaisseur au niveau des pieds, qui ont finalement découlé de toutes les recherches du laboratoire de Marseille, notamment sur l'analyse des effets de petites cales au niveau des pieds, donc ce qui a finalement découlé dans les semelles posturales que l'on utilise aujourd'hui. Il faut savoir que le pied, c'est d'abord évidemment des récepteurs plantaires, ce sont des récepteurs cutanés, et que ces récepteurs cutanés, leur densité n'est pas égale sur l'entièreté du pied, ils répondent finalement à là où on vient stimuler le pied, à la marche. Ils sont plus présents au niveau des orteils, ils sont plus présents au niveau du bord externe du pied et au niveau du talon. Mais c'est aussi le système pied-cheville, un ensemble de muscles au niveau de la sole plantaire, mais aussi au niveau de la cheville. Tous ces muscles sont très riches en propriocepteurs. Et donc, si vous n'avez pas un bon système musculaire au niveau du pied, ça peut se répercuter sur l'entièreté du corps de manière générale, créer des instabilités de genoux, créer des instabilités de bassin et éventuellement lombaires, etc. Le complexe pied-cheville est associé à ce qu'on appelle la stratégie d'équilibration de cheville, c'est-à-dire les oscillations antéro-postérieures dans un plan autour en fait finalement sagittal, autour finalement du complexe au niveau de la malléole comme point de rotation, et qui en fait est une stratégie d'équilibration performante. C'est la plus performante que l'on a, beaucoup plus que la stratégie de hanche qui elle est plus sur le contrôle du système finalement vestibulaire. Ça fait partie des stratégies d'équilibration qui ont été développées par ceux qui ont créé la plateforme de posture dynamique, les QI-tests dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui sont encore des éléments bien cités aujourd'hui dans la littérature pour expliquer nos différentes capacités d'équilibration en termes de chaîne musculaire, entre autres, de synergie musculaire. Alors, le fait de stimuler le pied ou la cheville modifie la posture. C'est pas uniquement enseigné s'il y a des podologues ici, mais je crois qu'il y en a,
vous avez peut-être été vous former à Paris, dans l'école de Villeneuve, Philippe Villeneuve. Eh bien, ce n'est pas, on va dire, quelque chose qu'il a inventé lui. C'est quelque chose qui est basé sur la littérature, et une littérature qui est en plein développement depuis les années 60, notamment, comme je le disais, avec les travaux de Bourdiol, avec les travaux aujourd'hui de Liliane Borel, etc., qui en fait étudient des modifications de sensations, en par ailleurs la vibration, qui, quand on l'applique à certains endroits du pied, vient modifier littéralement l'équilibre postural. Si vous stimulez l'arrière, par exemple, du pied, vous augmentez l'information qui est intégrée par les récepteurs. Le corps comprend qu'il est peut-être trop appuyé en arrière et donc il va réagir en se projetant en avant. Inversement, pour le côté antérieur, donc pour les orteils et les métatarses. Et c'est également vrai dans le plan médiolatéral où des stimulations ajustent l'équilibre du corps, principalement quand on a les yeux fermés. D'ailleurs, dans le DU de posturologie, on le fait, on fait l'expérience et c'est clair qu'on se sent littéralement projeté. On a la sensation d'être projeté en avant quand on ferme les yeux et qu'on stimule le talon. C'est vrai aussi, mais la sensation est moins intégrée aussi au niveau de notre cortex, donc elle est moins rendue consciente, quand on applique de minces couches d'épaisseur à certains endroits du pied. Et ces couches doivent être absolument inférieures ou égales à 3 mm, car au-delà, ce n'est plus une sensation, ce n'est plus une stimulation que l'on fait, c'est un blocage de ces os. C'est ce qui a motivé, d'ailleurs, Philippe Viseux à revoir ça et le publier littéralement dans la littérature au travers de plusieurs ouvrages où il a montré que si on vient appliquer ces couches d'épaisseur au niveau, par exemple, des orteils, que ce soit chez des personnes saines, athlétiques ou fibromyalgiques, il améliore leur performance posturale sur plateforme de stabilométrie. Si vous ne les connaissez pas, quand vous sortirez d'ici, vous les connaîtrez. Mais il y a plusieurs grands types de semelles. Alors, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, il en existe probablement une pléthore d'autres. Mais fondamentalement, on a les semelles orthopédiques, plus ou moins, qui viennent bloquer en fait, le pied. Parce qu'ici, vous avez bien au-dessus de 3 mm de couche d'épaisseur. Ça, c'est sur le versant interne. En général, les semelles orthopédiques sont utilisées pour traiter des problèmes très locaux régionaux, c'est-à-dire fascie plantaire, métatarsalgie, éventuellement déformation du pied secondaire à un problème de développement ou un problème neurologique. Il y a aussi les semelles biomécaniques, biodynamiques, qui sont en fait un peu un moule des semelles orthopédiques, mais avec en fait cette partie interne de soutien qui est élastique, c'est-à-dire qu'elle accumule l'énergie potentielle quand on appuie dessus, et puis la restitue quand on n'appuie plus dessus. Ce sont des semelles qui sont par exemple régulièrement prescrites par les podologues, posturologues ou podologues général pour les personnes qui développent des douleurs surtout liées à la course. Et enfin, on a les semelles posturales. Ici, c'est un exemple de semelle posturale de l'école de Bricot, Bernard Bricot, qui est orthopédiste et qui a développé sa propre école de posturologie, de ce qu'on appelle la reprobation posturale globale, qui est enseignée à Paris, à Marseille, aux États-Unis, par l'intermédiaire de Matt Boulet, et maintenant à l'Université de Corse, qui fait l'objet d'un master. Ça fonctionne sur le principe des petites couches d'épaisseur, c'est-à-dire que si vous stimulez l'intérieur du pied, vous augmentez la perception du cerveau de manière inconsciente que vous êtes en surappui. Il va donc générer une réponse pour réajuster le pied plutôt en appuyant sur l'extérieur. C'est simplement ça. Ils activent des chaînes musculaires pour réappuyer sur l'extérieur. C'était démontré par analyse électromyographique, par exemple, que si vous stimulez l'arrière du pied,
vous allez suractiver votre tibial antérieur, le muscle tibial antérieur qui vient antérioriser, qui vient fermer l'angle pied-cheville. Donc voilà. Et là, il y a évidemment en général des stimulations rétro-métatarsiennes qui, elles, donnent l'impression qu'on n'appuie pas suffisamment en antériorité, donc on doit se postérioriser, entre guillemets, pour régler le problème. C'est comme ça que fonctionne finalement la posturopodologie, avec des stimulations de chaînes musculaires au niveau du pied. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie déjà système visuel et système podal? Alors j'imagine que c'est la partie ici intéressante concernant considérant le fait que nous sommes dans un service de maxillofacial. Donc je vous rappelle que le système stomatognatique, je préfère appeler crânio-cervico-manducateur, est un système interconnecté. Le crâne connecte la mandibule, mais connecte le lyoïde, connecte également le sternocléidiomastoïdien et le trapèze. On sait que le trapèze et le sternocléidiomastoïdien sont, alors qu'ils ne sont pas utilisés dans la posture de la tête, dans l'expérience que je vais vous faire part, sont activés dans certains mouvements manducateurs. Il y a donc une interconnexion, probablement même réflexe, qui se passe, des synergies musculaires dont je vous parlais, entre les muscles manducateurs et les muscles de la colonne cervicale. C'est vrai aussi pour les muscles hyoïdes, qui font partie, en effet, probablement des chaînes musculaires antérieures qui relient la mandibule, mais surtout aussi la langue à la posture. La langue est un acteur du système postural, de plus en plus argumenté, et même aujourd'hui, d'ailleurs on a eu un délégué il n'y a pas longtemps, la stimulation de la langue électrique améliore la marche et la posture chez les personnes atteintes de sclérose en plaques, une stimulation permanente. C'est vraiment des trucs qui sont développés depuis des dizaines d'années, mais qu'on utilise en pratique maintenant aujourd'hui. Disons que stimuler la langue améliore l'équilibre et la posture, c'est un fait avéré scientifique. Alors, un truc intéressant aussi, c'est que vous avez tous probablement vu quelqu'un de décédé. Donc quand quelqu'un décède, il n'y a plus d'activation des muscles masséters qui tombent. Par contre, là, est-ce que vous réfléchissez à contracter votre masséter? Non. En fait, il fait partie et il réagit très probablement à la gravité également. Et donc une interconnexion avec le système vestibulaire beaucoup plus fine que l'on le pense. Ces arguments me mènent à vous dire qu'il y a plusieurs manières par lesquelles le système stomatognatique interagit avec la posture. D'une part, il est connecté avec les noyaux vestibulaires via le nerf trijumeau-sensitif. Les noyaux vestibulaires, ils gèrent le réflexe vestibulo-spinal, ils gèrent les muscles érecteurs du rachis. Ils nous permettent de maintenir un tonus permanent qui nous permet de nous maintenir debout. Quand vous avez une destruction unilatérale du système vestibulaire, vous avez moins de tonus du côté où le système vestibulaire est détruit. Vous chutez en général sur ce côté-là. Puis le corps compense rapidement en général, heureusement, mais il y a une interconnexion qui laisse penser qu'il y a des informations toniques qui pourraient être également intégrées au niveau des noyaux vestibulaires et provenant du système stomatognatique. On sait aussi qu'il y a des interconnexions entre le nerf trijumeau-sensitif, son noyau au niveau cérébral, et la substance réticulée qui, elle également, aussi participe au tonus, en particulier des tonus des muscles fléchisseurs, donc les muscles qui, eux, sont plutôt du système d'orientation, qui vont plus permettre d'orienter, de générer un mouvement. Donc, à la fois une connexion avec le système stabilisateur, mais aussi avec le système d'orientation du nerf 5-3, notamment chez les personnes qui avaient, c'était une étude qui avait été faite sur les personnes des personnes âgées qui avaient des dentiers mal ajustés, avec des destructions, notamment de leur os alvéolaire, donc un rétrécissement de ce qu'on appelle la dimension verticale d'ouverture, avec une surstimulation de le nerf 5-3, de leur nerf auriculotemporal, et cette stimulation excessive était nettement problématique sur les informations venant du cortex cérébral, parce que le cortex cérébral est interconnecté avec les substances réticulées, c'est de là que vient l'information, et surstimulé avec ces
en permanence parce qu'on vient stimuler le nerf auriculotemporal à cause d'un dentier mal ajusté, eh bien, ça vient rendre problématique la perception de ces informations corticales au niveau de la substance réticulée et générer des problèmes posturaux, notamment de déséquilibre. Cette étude avait été faite sur les personnes, comme je vous l'ai dit, dentier mal ajusté, surstimulation auriculotemporale, mais surtout déstabilisation et chute permanente. C'est un peu compliqué, mais voilà. Donc, il y a quand même des liens évidents entre la substance réticulée et le système stomatognathique. Aussi, le faisceau longitudinal médian qui connecte finalement tous les noyaux quasiment des nerfs crâniens, notamment les muscles oculomoteurs, donc les noyaux des muscles oculomoteurs, mais aussi les noyaux des muscles trapèzes, les noyaux des muscles sternocléido-mastoïdiens, les noyaux trigéminés, trijumeaux, qui sont à la fois moteurs et sensitifs. Eh bien, tout ça est interconnecté et veut dire que globalement, il est probable que le complexe crânio-cervico-mandibulateur joue également un rôle, enfin, est en interaction permanente avec le système oculomoteur et le système vestibulaire, donnant plus de grain à moudre au fait qu'il interagit avec la posture. Et enfin, il y a probablement, et ça c'était des arguments qui ont été développés en fait au début du XXe siècle dans le syndrome de Costen, qui disait que le système vestibulaire était en interconnexion avec éventuellement le système avec la mandibule, parce que la mandibule est finalement au niveau de son articulation temporomandibulaire pas très loin d'une part de l'oreille moyenne, mais aussi parce qu'il y a un muscle qui s'appelle Le péristaphylème qui passe et qui revient au niveau de. En fait, c'est le muscle tenseur du tympan qui est à l'intérieur de l'oreille moyenne, qui tend le tympan, mais qui joue un effet de pression quand il est surstimulé. Et ce muscle est, à cause de l'évolution, parce que ça a été d'abord développé chez les poissons, sous contrôle du nerf trijumeau. Il y a le stapédien, mais le muscle stapédien, c'est plutôt sous l'influence du nerf facial. Le nerf trijumeau, lui, contrôle le nerf tenseur du tympan. Et c'est le nerf tenseur du tympan qui a été hypothétiquement associé, enfin qui permet d'associer des problèmes vestibulaires à des problèmes stomatognathiques, donc qui pouvaient expliquer les vertiges présentés notamment par les personnes qui avaient un syndrome de Costen. C'est comme ça que ça a été en tout cas hypothétisé à l'époque. Et les acouphènes. Et les acouphènes, oui. D'ailleurs, aujourd'hui, un des traitements des acouphènes, guidelines, c'est travailler sur le système stomatognatique, en général, pour régler un éventuel trouble mandibucateur. Et enfin, la colonne cervicale, qui est, comme je vous l'ai montré, est finalement très interconnectée avec le système stomatognatique et qui, elle, est extrêmement riche en propriocepteurs. On sait que si vous détruisez votre colonne cervicale supérieure, vous pouvez générer une perception d'instabilité chronique et nettement diminuer vos performances posturales. Donc vous voyez qu'il y a certainement une interconnexion à beaucoup de niveaux différents du système stomatognatique avec le système postural. Et c'est un argument pour considérer que le système stomatognatique est un acteur particulier du système de contrôle postural et qu'il doit donc être pris en compte quand on analyse la symptomatologie posturale évoquée par le patient. Voilà un schéma que je fais tout seul, c'est pas trop mal. Donc, le nerf trijumeau, il est moteur pour les muscles mandibulaceurs, mais il est aussi sensitif, ici. Et le noyau du nerf trijumeau, enfin le noyau sensitif du trijumeau est un très grand noyau qui s'étend à la fois dans le pont, mais aussi dans la moelle allongée. C'est lui qui est interconnecté avec la formation réticulée, mais aussi avec les noyaux vestibulaires, qui interagissent et qui sont tous les deux générateurs de notre tonus postural, d'activation des muscles extenseurs, mais aussi des muscles fléchisseurs, préparant à l'orientation du mouvement. Si vous n'avez pas de noyau vestibulaire bilatéralement, si vous avez une destruction de la formation réticulée, un AVC du tronc, eh bien vous n'avez pas de tonus. C'est simple, pas de tonus. La formation réticulée est aussi responsable de l'état de vigilance. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs,
les reptiliens, pas le truc complotiste, hein, le vrai reptile, sont eux maintenus en état d'éveil et tenus posturale par cette formation réticulée. Alors, c'est elle qui active le cerveau. Certains ont même pensé que c'était le siège de notre conscience. Probablement que ce n'est pas le cas. Bon, je vous ai dit aussi un lien entre les noyaux, en tout cas les informations sensorielles venant des muscles propriocepteurs, en particulier les muscles sous-occipitaux et le noyau du nerf trijumeau. Il est évident que la formation réticulée et le cerveau, le cortex moteur primaire, interagit avec le cervelet et avec le cortex, tout ça étant interconnecté et expliquant le rôle très probable du système stomatognatique, ou plus généralement crânio-cervico-mandibulateur dans la posture. Alors, qu'est-ce qui nous permet dans la littérature d'argumenter ça aussi? Il faut savoir qu'il y a eu quand même des petits travaux assez intéressants à lire d'une équipe espagnole ici, qui montraient que clairement, quand on analyse le système stomatognatique en position statique, les yeux ouverts sur une plateforme dure, il n'y a pas trop d'influence. Par contre, quand on vient analyser dans des situations posturales challengeantes, là oui, ou bien dans un effort physique qui nécessite, par exemple, de se stabiliser avec des poids, comme l'haltérophilie en fait partie, traiter par exemple, corriger même avec des gouttières, uniquement lors du sport, le système stomatognatique pendant l'effort physique, en particulier s'il génère des instabilités, est intéressant parce que ça améliore les performances posturales et ça marque aussi le fait qu'il est particulièrement problématique dans les situations déstabilisantes. Son point en tout cas sur l'effet du système postural. On sait aussi que certaines personnes qui ont des déficits du système cervical proprioceptif, donc des instabilités permanentes, si on vient analyser en plus leur système stomatognatique et qu'on vient le traiter, ça améliore nettement leur perception. On sait, dans les maladies de Ménière, donc une affection du système vestibulaire, que si on vient avec ces maladies de Ménière, mais aussi des troubles temporomandibulaires, traiter l'occlusion, en corrigeant l'occlusion et en améliorant donc forcément celles qui sont liées à des problèmes structurels, eh bien on vient aussi diminuer significativement le nombre de crises de Ménière et leur intensité. On sait également que les symptomatologies d'instabilité et de vertige sont nettement plus importantes en termes de prévalence chez les personnes présentant des troubles temporomandibulaires. Et que traiter en grande partie ces troubles temporomandibulaires améliore, même sans avoir pris en compte les vertiges et l'instabilité, ces symptômes. Rien sans avoir fait en parallèle de kinésithérapie vestibulaire ou de travail postural. Enfin, on sait, et ça c'est ce que je vous disais juste avant, que si on applique une stimulation électrique sur la langue, on modifie la stabilité posturale et qu'on améliore éventuellement la marche en mettant une stimulation permanente, ouais, c'est un petit peu bizarre, mais de la langue électrique avec un serre-tête et simplement des électrodes connectées à la langue. C'est pas très esthétique, c'est sûr, mais on améliore la marche, on diminue le nombre de chutes chez les personnes atteintes de sclérose en plaques. On va terminer ici sur le système vestibulaire. Donc, on a parlé de sa fonction d'orientation et de stabilisation du regard. Plutôt stabilisation du regard en fait en fonction des mouvements de la tête. Et ça, c'est par cet intermédiaire, les canaux semi-circulaires. Les canaux semi-circulaires, c'est ceux qui ont historiquement été le plus faciles à investiguer au niveau du système vestibulaire. On a des examens spécifiques pour les analyser en particulier. On appelle le Video Head Impulse Test et la vidéonystagmographie, qui analyse en fait leur fonction à la fois sur les basses fréquences pour la vidéonystagmographie et les fréquences modérées et les fréquences rapides dans le Video Head Impulse Test. On a aussi ces deux parties qui sont l'utricule et le sacule. L'utricule, elle, ou il, je ne sais pas trop, on ne peut plus trop dire ça au XXIe siècle, mais analyse les informations linéaires, accélération, de type accélération horizontale,
mais aussi participe à l'orientation de la colonne cervicale sur, sur le scapulaire simplement, par rapport au scapulaire, et l'orientation du regard un peu. Si on a une destruction du ventricule, on va également développer des hétéropories verticales, ou d'abord hétérotropiques, mais après hétéropories. Sacule, ça c'est le percepteur de l'accélération linéaire verticale. Ce système vestibulaire est connecté via le nerf vestibulaire au noyau vestibulaire. Alors, on appelle historiquement le noyau vestibulaire, mais en fait, on devrait l'appeler le noyau d'intégration multisensorielle du tronc cérébral. Pourquoi? Parce que c'est un noyau qui, certes, reprend des informations du système vestibulaire en grande partie, mais aussi des informations venant de la colonne cervicale supérieure, du système stomatognatique, du système visuel, et qui est interconnecté en grande partie avec le cervelet et le cortex cérébral par l'intermédiaire des ganglions de la base, et en particulier sur le cortex d'intégration multisensorielle qui est le cortex pariétal inférieur, comme j'ai déjà dit plusieurs fois. Ce système. Il y a une chose qui est très amusante aussi, notamment sur le plan des noyaux du trijumeau. Ces noyaux descendent au niveau médulaire jusqu'à la troisième cervicale. Oui, tout à fait. Et là, on est sur le tripode occiput-atlas axis. Et quand on a des problèmes à ce niveau-là, on peut avoir mécaniquement, vasculairement, etc., une influence également sur le système trijuminé, donc sur le système manipulateur. D'ailleurs, c'est de là que partent les migraines. En général, les personnes qui présentent des migraines vont d'abord exprimer une symptomatologie cervicale avec des contractures cervicales, légèrement, une augmentation de tonus perceptible quand on les analyse, quand on les palpe, et puis ils vont développer leur crise de migraine. Migraine, donc, avec les problèmes éventuellement d'acouphènes, etc., mais on retrouve. Oui. Ça, c'est le syndrome de Barré aussi, qui a été développé dans le début, quand Barré était encore en vie, donc c'est un Barré, et qui lui disait qu'en effet, des problèmes de colonne cervicale, notamment à ce niveau en particulier, pouvaient générer des malaises récurrents par dysfonction autonomique, ce qui est une interconnexion aussi avec les systèmes autonomes, des acouphènes, des vertiges, des douleurs cervicales perpétuelles, des céphalées, etc. Oui. Donc il y a quand même des interconnexions, mais qui sont encore mal comprises. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des interconnexions. Et donc forcément, qui dit interconnexion dit capacité d'agir également par là, en traitant ce qu'on peut traiter, bien sûr. Alors le système vestibulaire, donc c'est orientation du regard par rapport à une cible et surtout par rapport au mouvement de la tête. Donc, l'inclinaison de la tête aussi, donc ce qui le fait intervenir également dans le référentiel égocentré, puisque si vous fermez les yeux et que vous inclinez légèrement votre tête comme ça, c'est aussi un peu votre système vestibulaire qui vous dit que votre tête est penchée comme ça. Et c'est le grand modulateur du tonus des muscles extenseurs, donc des muscles de la stabilisation posturale. Donc, il est impossible de ne pas le prendre en considération. Il gère les stratégies des hanches. Donc c'est cette stratégie qui vous fait osciller comme ça, qui vous stabilise dans cette position-là en particulier, qui est une stratégie plus utilisée chez les personnes âgées ou ceux qui ne font absolument pas de sport. Et enfin, il est interconnecté avec, entre autres, le lobe pariétal et le lobe temporal, en particulier le catalis, en particulier l'hippocampe, pour la gestion de l'orientation spatiale. Les gens qui n'ont pas de système vestibulaire vont avoir des problèmes de vision, d'orientation, plus que s'ils sont nuls en tout cas en orientation, comme j'ai essayé de retrouver ma voiture tout à l'heure. Si vous avez encore votre système vestibulaire qui est défaillant, là c'est encore. Et même si vous imaginez faire ce trajet en mind mapping. Alors, on a parlé de chacun des capteurs séparément. Le grand point, c'est qu'ils sont interconnectés et c'est assez évident puisqu'ils interagissent à plusieurs niveaux. Les noyaux vestibulaires, ils interagissent au niveau du cortex pariétal et donc on peut imaginer que des déficits d'un des capteurs puissent se répercuter sur les autres. Et c'est pas moi qui l'imagine, c'est des gens qui ont fait des revues,
qui ont fait des revues sur le sujet, parfois dans des grands journaux, qui montrent littéralement des interactions, forcément le système vestibulaire et visuel, qui montrent que si vous rééduquez en parallèle du système vestibulaire, le système visuel dans sa fonction sensorielle, c'est-à-dire visuelle, acuité visuelle, mais aussi oculomotrice, vous améliorez les performances des patients qui ont des problèmes vestibulaires. C'est assez évident, mais ça ne se fait jamais en pratique clinique. Aujourd'hui, on ne donne jamais d'importance au système visuel dans la rééducation vestibulaire. Or, c'est un acteur clé. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais on peut en parler après. Après, en tout cas, moi, de ma connaissance, on ne le fait que rarement, ou peut-être que vous le faites. Si vous êtes là, c'est que vous êtes peu conscient aussi. Donc, à mon avis, voilà, il y a un biais. Interaction entre les pieds et le regard. Ça fait très longtemps que ça a été développé, mais c'est pas depuis pas si longtemps que ça a été publié. Et c'est évidemment Villeneuve qui a participé. Il fallait qu'il recrute encore des gens, évidemment, dans sa clinique. Et il y a en fait des interactions probablement assez fines entre le système, entre le regard, entre l'oculomotricité et le pied, qui agissent en sorte qu'on compense parfois avec l'un ou avec l'autre un déficit de l'un ou l'autre. Donc si vous avez un problème de pied, vous pouvez éventuellement développer des phories, développer pas une tropie, mais développer des modulations de la manière dont vous voyez, dont vous orientez le regard à cause de problèmes de pied, et inversement. Là, c'est une revue de littérature qui, je vous conseille de la lire, franchement, c'est vraiment très bien, qui montre les interactions entre le système ophtalmologique et le système dentaire, l'occlusion dentaire en particulier. On l'a fait aussi sur les troubles temporomandibulaires, et qui montre clairement une augmentation de la prévalence des problèmes de type insuffisance de convergence, mais aussi hétérophorie, dans les problèmes d'occlusion dentaire. On a évidemment des patterns d'orientation ou de positionnement de la tête en fonction de malocclusion. Donc si quelqu'un a des douleurs cervicales chroniques, qu'il a une malocclusion et qu'il a une douleur à cause d'une malposition de la tête, parce que c'est souvent le cas, eh bien, donner son importance à l'occlusion fait tout son sens. Et enfin, eh bien, il y a cette grosse revue qui a été faite par des Polonais, parce que oui, les Polonais s'intéressent en particulier à la posture ces derniers temps. Eh bien, lisez cela, vous allez voir qu'il y a quand même énormément de littérature sur l'intégration de l'approche posturale, de la posturologie clinique, autrement dit, chez en particulier les enfants. Et on peut clairement projeter ça aussi chez l'adulte. Alors, on a parlé de capteurs, et très brièvement, je vais vous dire qu'il n'y a pas que du capteur. On a parlé des réflexes archaïques, on a parlé éventuellement de systèmes d'ajustement réactionnel, d'ajustement anticipatif. Là, évidemment, dans la posturologie, on a et on doit donner son importance éventuellement aux inégalités de membres inférieurs, parce qu'il est consensuel que normalement au-dessus de 2 cm on les traite, mais la posturologie clinique a des arguments pour dire qu'on devrait les traiter même en dessous. Il est évident que des inégalités de membre inférieur peuvent se répercuter sur l'axe corporel. Si vous avez une jambe qui est comme ça et l'autre qui est comme ça, vous allez modifier la manière dont vous ajustez votre genou, dont vous ajustez votre bassin, dont vous ajustez votre posture lombaire. C'est assez évident, mais c'est assez peu finalement enseigné. Et pourtant, il y a quand même pas mal d'arguments dans la littérature pour dire qu'il y a une répercussion des différences de longueur, même jusqu'à 0,5 cm, sur la survenue d'arthrose et de douleurs chroniques. Si j'ai mis ça ici, c'est pour vous dire que on sait que certaines cicatrices peuvent également provoquer des modulations de la manière dont on se positionne dans l'espace, et que traiter ces cicatrices parfois simplement corrige le positionnement. Et on le sait parce que certaines cicatrices sont pathologiques et génèrent plus en fait de ce truc un peu barbare qui s'appelle la cavéoline barre 1/ROC, et qui en fait est plus exprimée dans les cicatrices pathologiques qui peuvent imprégner et peuvent se répercuter sur la posture. Et
Et puis il y a ce truc-ci qui simplement veut dire que si vous lisez en tout cas l'article, qu'on peut appliquer sur le coup certaines devices qui vont moduler en fait la capacité de moduler la position de la tête avec certains éléments, quoi. Et des points de pression en particulier. Voilà. C'est un sujet très... j'ai voulu volontairement mettre pas mal de littérature pour dire, et pour se rassurer aussi parce qu'on évolue dans un monde où les écrits religieux ont été remplacés par les écrits scientifiques, et donc il faut en parler, il faut aller voir, il faut aller s'y vérifier aussi que ce qu'on fait n'est pas non plus totalement incohérent et totalement la résultante de ce qu'on nous a raconté. Il faut aussi critiquer ça, et la littérature scientifique, ça permet de critiquer, même si c'est clair qu'elle est incomplète, même si c'est clair qu'il y a l'article et puis il y a le patient, mais ça permet aussi d'avoir un langage commun avec le monde médical pour que la plupart de nos collègues prennent conscience qu'en effet, avoir une vision posturale dans la symptomatologie de nos patients, c'est pertinent scientifiquement et cliniquement. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur toutes ces données littérature que vous avez pu le voir sont en fait foison et qui justifient d'une manière ou d'une autre de donner son importance au système postural quand on parle de symptomatologie. Moi je vais terminer par là. Oui. J'ai une question. En fait, dans les revues scientifiques, est-ce que vous avez des articles sur les relations entre l'orthodontie et la posture? Alors, il y a... faut voir ce qu'on appelle aussi orthodontie. Est-ce que vous incluez l'occlusion dans l'orthodontie? Plutôt la croissance. Plutôt la croissance, parce que ça, c'est on commence de l'enfant jusqu'à l'âge adulte. Donc, le développement de système crânio-facial et aussi la colonne, les scolioses, avec des latérodéviations. Donc, alors ça, il y avait... j'avais participé à un congrès il y a quelques années à la Malou, à Montpellier, justement organisé par Serge Galassem. Il a fait venir le chef de service de la maxillofaciale de la Pitié, Saint-Pétrière, qui lui étudiait les répercussions de problèmes maxillofaciaux, en général développementaux, sur la survenue de scoliose. Parce qu'il y a des arguments, pour le dire, sur les animaux, induire des modifications de l'occlusion, mais aussi de la posture crânio-mandibulaire peut générer des scolioses développementales. Et lui, il voulait savoir si, après correction, il analysait des patients qui présentaient des scolioses, qu'il allait opérer, et voir si ces scolioses disparaissaient dans le temps. C'était en tout cas l'étude qu'il avait lancée il y a quelques années. J'imagine qu'ils sont encore en cours de recrutement, parce que c'est pas facile à faire comme étude. Mais donc c'est... lui qui est quand même quelqu'un qui a publié énormément, étudie l'affaire, c'est qu'il y a suffisamment d'arguments pour le dire dans la littérature, de lien entre le développement de la colonne vertébrale, le positionnement du corps par rapport à la gravité, par rapport au sol, et le développement du système crânio-mandibulaire. Ouais. Après voilà, c'est surtout avec l'occlusion, parce que c'est surtout les occlusodontistes qui sont quand même... je sais que c'est pas une autre personne, c'est pas une spécialité reconnue ni en France. Il y a des associations, mais c'est pas officiellement reconnu et c'est pas du tout reconnu en fait en Belgique. Et que les occlusodontistes sont plus conscients de ce lien entre la posture et l'équilibre. Donc je fais partie d'un laboratoire aussi de Toulouse, dont le chef de service, le professeur Destruo, étudie largement ça, les problèmes d'occlusodontie et de répercussions sur le système postural, en particulier sur les performances aussi sportives. Et donc ils ont plusieurs études sur le truc, ils ont déjà montré des résultats assez intéressants. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Alors j'ai terminé ma partie en tout cas sur quand parler de troubles posturaux. Est-ce qu'il est raisonnable? Quand est-ce qu'il est raisonnable d'en parler d'abord? Qui seraient éventuellement les patients candidats? Il faut savoir qu'un déficit postural, c'est pas un élément consensuel.
il y a plusieurs écoles. Ils pensent tous que les déficits de capteurs sensoriels ont des répercussions sur la posture. Ils sont plus ou moins d'accord sur les méthodes diagnostiques et thérapeutiques, mais ils le font quand même de manière un peu différente. Tout a commencé un peu avec le syndrome de déficience posturale décrit par D'Acunha sur des traumatisés crâniens dans les années 70 au Portugal. Et puis sont venus se surajouter surtout cette équipe-là de Pierre-Marie Gaget, qui est décédé maintenant il y a 2 ans, et Weber, qui est décédé déjà un petit moment avant, Pierre-Marie Gaget était lui médecin du travail, et Weber, lui, était anesthésiste. Vallier, qui est finalement un des personnes qu'ils ont formées, est médecin généraliste et médecin du sport. Et ils ont plutôt, eux, parlé de dysfonctionnement du système postural fin. C'est-à-dire que les déficits de capteurs sensoriels pouvaient se manifester sous la forme de symptomatologie, de douleurs, de troubles de l'équilibre, par l'intermédiaire de cette dysfonction appelée du système postural fin. Et puis survenu, ou pas survenu après, mais en même temps en parallèle, des syndromes de dysfonction proprioceptive, dont le terme a plutôt été avancé par Patrick Garcia, qui lui est ophtalmologue et travaille dans la région de Beaune, et Alfredo Marino, qui lui est italien, travaille à l'Université de Bologne, qui a créé un master en posturologie, travaillant sur les alphes en particulier. Et puis en parallèle également, Bricot, qui a développé sa méthode de reprogrammation posturale globale par l'intermédiaire d'un travail sur l'entièreté du système postural combiné. Alors quand est-ce qu'on peut parler de problèmes posturaux dans un contexte de douleur? Alors raisonnablement quand même, c'est souvent des symptômes musculo-squelettiques. La plus grande partie des patients sont des patients douloureux chroniques. La symptomatologie est souvent récidivante, et il faut savoir qu'elle est souvent localisée quand même, bien que cette douleur est éventuellement améliorée par un traitement fonctionnel. Par là, j'entends un travail de type ostéopathie, parfois acupuncture, avec éventuellement même le temps où le stress peut améliorer la symptomatologie, mais elle va revenir éventuellement à l'occasion d'un problème postural ou bien d'une augmentation du tonus, souvent la fatigue, le stress, etc. Puisqu'évidemment, la symptomatologie s'exprime quand il y a plus de tonus postural, parce que le tonus n'est pas ajusté, et il vient créer le déséquilibre. Enfin, c'est souvent des patients qui ont des corrélats radiologico-cliniques ou biologico-cliniques insuffisants. C'est-à-dire que, ouais, il y a un peu d'arthrose cervicale, oui, il y a un peu d'arthrose au niveau du genou, ben, ça ne permet pas d'expliquer vraiment la symptomatologie. Là, je parle des douleurs, évidemment. Mais quand on parle des complications d'un déficit postural au niveau global, on peut parler évidemment de développement, on peut parler de maladresse, d'instabilité chronique. On peut également parler de problèmes cognitifs, puisqu'évidemment, si vous avez un système postural qui n'est pas performant, vous êtes moins enclin à bien vous développer sur le plan cognitif. J'ai par exemple reçu il n'y a pas si longtemps que ça un jeune patient de 19 ans qui m'a été référé par un podoposturologue et qui avait quand même fait pas mal de médecins qui avaient des troubles du type 10 et qui avaient aussi des problèmes d'équilibre, d'instabilité. Il s'avère qu'à l'examen clinique que j'ai réalisé, on avait une nette évidence de destruction du système vestibulaire, donc il n'avait plus de système vestibulaire du tout. Peut-être que si c'est détruit lors de son développement, mais il faut quand même faire attention, même si on sait que le spectre 10, même si on sait que les troubles d'attention et de mémoire peuvent être associés à des problèmes de dysphysie posturale, il faut quand même faire une mise au point de ce côté-là. Et psychiatrique, malheureusement, quand je parle de psychiatrique, je parlais plutôt évidemment de toutes ces personnes qui requièrent des neuroleptiques ou des grosses doses antidépresseurs. Notre efficacité sera malheureusement souvent relative. Et puis, même si c'est intéressant, eh bien, il faut se souvenir que les maladies de Parkinson, les maladies cérébelleuses sont des problèmes du tonus postural aussi. Et donc, elles peuvent bénéficier d'une prise en charge
posturale, mais pas non plus exclusive. Parfois, il m'arrive d'être consulté pour des problèmes d'équilibre dans ma fonction de posturologue qui s'avèrent être des maladies neurologiques débutantes. Alors faire attention aux gens qui sont polymédiqués, par exemple les psychotropes comme les neuroleptiques provoquent une hypertonie. Donc, ce sont des augmentateurs du tonus musculaire et donc des problèmes forcément douloureux, chroniques, postural à avant-plan, ou les gens qui sont imprégnés, puisque ceux-là, il faut d'abord traiter leur assuétude avant de rentrer dans le système, entre guillemets. Et puis, et ça c'est vrai, vous pouvez très bien avoir une fasciite plantaire d'origine posturale, parce que vous avez une déficience posturale, mais si vous ne traitez pas la fasciite plantaire d'abord, vous aurez du mal à rentrer dans le système postural. Donc, priorisez le traitement médical, éventuellement en parallèle, même si je considère toujours d'attendre un peu avant de se lancer dans la prise en charge posturale. Le rôle du posturologue est évidemment de repérer, d'examiner, en réfléchissant posture son patient, de repérer les déficits et de les traiter. Ça implique, puisqu'il y a beaucoup de systèmes différents, d'avoir une équipe autour de soi, un réseau dédié, un réseau posturoconscient, qui est conscient que la maladie, la symptomatologie peut être d'origine posturale. Et ça, c'est souvent compliqué à créer, et c'est pour ça que je pense que ce genre de réunion est important, c'est pour créer le réseau, des gens qui réfléchissent et qui pensent de la même manière. Et ça, évidemment, je l'ai largement déjà abordé. Parfois, travailler en posturologie, c'est régler d'autres problèmes, peut-être un peu plus loin, notamment des problèmes de performance cognitive, développementaux, comme dans le cadre des réflexes archaïques, ou le cadre des disques, ou enfin émotionnels. Voilà, pour moi en tout cas, merci d'avoir écouté.